Voilà, de retour ici au Centre international des conférences de Météo France à Toulouse pour cette journée scientifique organisée par Météo et Climat et le Partenariat français pour l'eau. J'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième table ronde. Vous avez pu suivre les introductions ce matin, puis la première table ronde. Maintenant, on va parler des menaces pour l'eau engendrées par le changement climatique. Alors, pour en parler, nous avons Nathalie Clarenc qui est avec nous, qui est la directrice adjointe de la direction départementale des territoires de la mer et de l'Aude. Je vous invite à monter sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Magali Regueza, vous êtes maître de conférence en géographie à l'École normale supérieure. Vous êtes avec nous en visioconférence. On vous voit bien. Je ne sais pas si on vous entend. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vous entend et on vous voit. On est ravis. Nicolas Baudusseau, vous êtes également en visio. Vous êtes le directeur du département Fonds publics et prévention à la Caisse centrale de la réassurance, la CCR. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour. Yvan Caballero qui est avec nous, je l'ai vu, hydrologue au BRGM, voilà, qui nous rejoint. Et Bruno Castel également avec nous à Toulouse, directeur de recherche au CNRS et laboratoire EPOC, Université de Bordeaux. Voilà, merci beaucoup. Prenez place. Alors, on va parler des menaces sur l'eau. Ce matin, on a dressé un peu un constat. Alors, on le qualifiera d'alarmant, d'inquiétant, en tout cas d'engageant pour agir. On va essayer de voir un petit peu les menaces qui pèsent sur l'eau. Alors Magali Regueza, vous êtes géographe, directrice du centre de formation sur l'environnement et la société à l'ENS et vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat et vous travaillez sur les risques naturels à l'eau parce qu'évidemment le dérèglement climatique et le réchauffement climatique engendrent des risques relatifs à l'eau. Alors avant même de parler du changement, les Français sont déjà fortement impactés par les risques liés à l'eau. On l'a vu encore hier à Marseille, et puis on voit que les épisodes d'alerte de Météo France sont de plus en plus nombreux. Vous me disiez en préparant ce rendez-vous qu'un Français sur 4 et une commune sur 2 sont en zone inondable en France. Donc est-ce que j'ai l'impression que c'est des chiffres qui ne sont pas vraiment connus, pourtant ils sont considérables. Oui, alors on a, suite à l'application en France de la directive européenne inondation, on a effectivement eu des études, et Nicolas pourrait aussi très bien en parler, sur cette exposition au risque d'inondation. Alors, en gros, quand on parle de risques liés à l'eau, il y a deux types de risques qui eux-mêmes se subdivisent en deux catégories. On a d'abord des extrêmes, des risques liés à des extrêmes hydroclimatiques qui sont liés soit au trop-plein d'eau, donc effectivement c'est les inondations, les submersions, alors qui peuvent venir des fleuves, enfin des cours d'eau, qui peuvent venir de la mer, qui peuvent venir des nappes phréatiques, et puis qui peuvent aussi venir de ce qu'on appelle le ruissellement urbain, c'est-à-dire des précipitations très importantes et très localisées qui vont ruisseler sur des sols qui sont complètement imperméabilisés. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus ces dernières années. Et puis de l'autre côté, c'est le déficit chronique de pluviométrie qui va entraîner ensuite des sécheresses et qui sont extrêmement, là aussi, dommageables. Et puis on a des phénomènes plus longs de pression lente, qu'on appelle nous des stress chroniques, qui vont en fait se cumuler sur plusieurs années. Et tous ces phénomènes vont interagir avec, d'une part, l'urbanisation, on l'a vu, par exemple pour ce ruissellement urbain, d'autres risques qui sont des risques, par exemple, de pollution, par exemple, des risques qui vont être liés au lien à la biodiversité, avec des risques sanitaires. On a aussi la question des incendies, dont le risque est augmenté avec les sécheresses. Donc on voit bien derrière qu'en fait, on a une chaîne de risques qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas besoin, évidemment, d'avoir de changement climatique pour avoir ces événements dommageables, pour avoir ces processus physiques dommageables. Maintenant, effectivement, d'abord, on sait que le changement climatique est déjà en cours, puisqu'on a maintenant des données qui nous permettent de montrer qu'il y a, notamment pour la France, depuis le début du XXe siècle, une évolution des températures globales, mais aussi un certain nombre de tendances pour les prochaines années, en fonction de notre capacité à atténuer ou pas nos émissions de gaz à effet de serre et donc derrière, évidemment, atténuer l'ampleur du changement climatique.
Alors, on en parlera tout à l'heure avec Nicolas Baudusseau, parce que ces risques, évidemment, ce sont des risques qu'il faudra assurer. Et il y a également des événements plus extrêmes qui se répètent, mais il y a aussi des événements plus massifs, notamment les inondations de la Seine. Hein, c'est la grande crue centenale qu'on redoute tant. Ça peut être des menaces qui concernent des millions de personnes. Hein. Alors oui, parce que quand on parle en fait de ces grands événements qui sont d'autant plus difficiles à appréhender que notre pays a plutôt l'habitude de voir des inondations rapides, montée des eaux très brutales, des victimes, hein, c'est ce qu'on a vu cette année, c'est ce qu'on a vu l'année dernière dans les Alpes-Maritimes. Les inondations des grands fleuves français, d'abord ça fait longtemps qu'on les a pas vues, il y en a deux grandes qui sont redoutées, celle de la Seine et de ses affluents, et puis celle de la Loire qu'on oublie souvent. Qui d'ailleurs, elle pourrait entraîner des victimes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, une inondation de la Seine, selon des modélisations qui datent maintenant de 2015, on serait sur 30 milliards d'euros de dommages immédiats, 3 points de PIB en moins, alors sur les scénarios les pires, et puis effectivement des millions de personnes, on estime à peu près à 5 millions de personnes le nombre de ménages, de foyers qui seraient touchés plus ou moins directement par l'interruption des réseaux. Et en fait, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est qu'à côté des menaces directes aux biens et aux personnes, on a des effets dominos, un peu comme ce que vous avez vu sur le Covid, qui vont être liés à soit l'interaction avec les réseaux techniques, et vous avez peut-être vu dans le dernier épisode dans les Alpes-Maritimes que les atteintes au réseau représentent une très grosse partie des dommages, que ce soit les routes, les réseaux d'assainissement, tout ce qui concerne aujourd'hui les télécommunications, l'électricité, le gaz, qu'on appelle les infrastructures critiques. Et puis derrière, c'est notre dépendance à ces réseaux qui est révélée et qui va entraîner à minima des perturbations très fortes de la vie quotidienne, des perturbations majeures de la vie économique dans le cas de l'Île-de-France, puisque si vous interrompez l'électricité et les transports déjà, vous voyez que ça peut devenir assez compliqué. Et donc avec derrière des évacuations massives de personnes. Les dernières études montrent que sur une crue analogue, avec un débit analogue à 1910, on serait entre 700 000 et 1 million de personnes qui devraient être déplacées de façon plus ou moins temporaire et à des destinations plus ou moins longues. Alors évidemment, on a connu ça en France, là aussi avec le Covid, pour le premier confinement, sauf que là, on n'aurait évidemment plus les routes, plus les voies de communication ferrées. Tout ça sera un peu plus compliqué à mettre en place sur des temps beaucoup plus longs. D'où l'intérêt de la prévision qu'on a abordée ce matin. Alors, le réchauffement climatique produit déjà ses effets, vous l'avez dit, on l'a vu avec la crue de la Roya, c'est des épisodes de plus en plus fréquents. C'est une tendance avec la hausse des températures qui va encore s'accentuer dans les années à venir, c'est-à-dire qu'on va avoir une multiplication des petits événements, mais très brutaux, très intenses, et puis aussi des grands événements comme la crue de la Seine que vous venez d'aborder. Ah oui, il vaut mieux activer le micro. Oui, pardon. Oui, alors en fait, là, effectivement, les sciences de l'attribution, et c'est ce qu'on a aussi essayé de faire figurer dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, en fait, montrent que sans aller sur des scénarios apocalyptiques, on voit en fait que les probabilités d'occurrence de certains événements qui, au début du siècle, est encore extrêmement rares ou extrêmement peu probables, sont en train d'augmenter. Alors là aussi, selon les territoires, selon le type d'événement qu'on regarde, les signaux sont plus ou moins robustes, mais très clairement, il y a dès aujourd'hui une augmentation de l'intensité et ou de la fréquence de certains phénomènes. Vous avez vu aussi cet été le rapport du groupe 1 du GIEC qui a aussi montré un certain nombre de choses, notamment sur les cyclones. On voit en fait qu'aujourd'hui, on a effectivement des tendances qui montrent une augmentation d'un certain type de phénomène. Attention, toutefois, ça ne suffit pas à expliquer, et Nicolas pourra aussi là, le montrer par rapport à des études qui ont été réalisées notamment par la CCR, ça ne suffit pas à expliquer l'augmentation des dommages parce que derrière, vous avez aussi des tendances longues qui touchent la façon dont les territoires sont habités. En particulier, la concentration de populations vulnérables, la concentration d'infrastructures explique aussi que même à phénomène constant,
vous avez une augmentation des dommages qui peut être extrêmement importante. Juste pour vous donner un exemple, si vous prenez le même événement que la crue centennale de 1910, la crue de la Seine de 1910 qui sert de référence, et puis une crue aujourd'hui, les dommages ne sont pas proportionnels. Donc si vous prenez exactement le même événement, vous ne changez pas, vous ne prenez pas en compte le changement climatique, vous prenez le même événement, en fait vous avez une augmentation des dommages qui n'est pas proportionnelle à l'augmentation de la population et qui est en fait beaucoup plus importante parce qu'elle est justement liée à ce changement de mode d'habiter des territoires, la dépendance au réseau, les éloignements entre le lieu de vie, le lieu de travail, le lieu de consommation. Et c'est aussi là ce qu'on a un peu vu pendant le Covid, où on s'est rendu compte que ces effets de dépendance, finalement, indépendamment du fait que vous soyez malade ou non, faisait que vous aviez des activités, que vous aviez des entreprises, que vous aviez des territoires qui se retrouvaient en très grande difficulté d'approvisionnement, de vie quotidienne, de vie économique. Et donc ça, c'est aussi un facteur à prendre en compte et c'est ce qui explique que pour faire face au changement climatique, on a deux actions possibles et qui sont absolument complémentaires. D'un côté, cette atténuation qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis de l'autre côté, l'adaptation, c'est-à-dire les transformations profondes de nos sociétés, de nos modèles de consommation, de nos modes de vie, de nos modes d'habiter, pour essayer de réduire notre vulnérabilité à ces impacts d'événements hydroclimatiques, qu'ils soient d'ailleurs ou non aggravés par le changement en cours. Très bien, il faudra marcher sur ces deux jambes. Alors, il y a un risque que vous m'avez confié quand on préparait ce rendez-vous et qu'on n'a pas encore évoqué. Évidemment, il y a le trop plein d'eau, mais il y a aussi le manque d'eau, donc qui peut être pénalisable pour la végétation et aussi la rétractation des sols. Vous me disiez, il y a 10 millions d'habitations qui peuvent être concernées par des mouvements de terrain. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de manque d'eau, quand on parle de sécheresse, qu'on confond d'ailleurs souvent avec la canicule, les vagues de chaleur, enfin tout ça est un peu mélangé. C'est des processus effectivement assez complexes entre la sécheresse des sols, la sécheresse des cours d'eau, enfin les étiages, tout ça n'est pas encore bien complètement approprié. Mais toujours est-il qu'effectivement, ce sont des risques qui sont moins visibles, qui sont beaucoup moins visibles parce que d'abord en France, quand on ouvre un robinet d'eau, alors en France métropolitaine, ça ne serait pas forcément le cas dans les départements d'outre-mer, mais quand on ouvre un robinet, l'eau coule. L'eau coule et on a l'impression que finalement cette eau elle est abondante. Et puis les agriculteurs, ils voient la sécheresse, mais le consommateur, lui, ce qu'il voit, c'est un peu d'augmentation des prix sur les marchés ou dans les supermarchés, mais concrètement, cette sécheresse ne se voit pas. Ces déficits d'eau ne se voient pas, les étiages ne se voient plus non plus dans beaucoup de cas parce que les grands fleuves sont régulés par des barrages. Et puis ce phénomène de retrait-gonflement des argiles qui devient extrêmement préoccupant. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière qui en fait regarde l'exposition à ce phénomène. Ce sont donc ces phénomènes de rétractation-gonflement qui font que vous avez des fissures dans les bâtiments et certains sont en danger. Tout ça fait que finalement ces questions sont moins bien perçues pour l'instant, alors même qu'elles sont extrêmement préoccupantes et que déjà les assureurs, déjà les services de l'État, déjà les collectivités territoriales sont en train de les prendre à bras-le-corps. Sur cette question du déficit pluviométrique, vous avez aujourd'hui donc dans le Varenne de l'eau des débats qui sont extrêmement importants et notamment autour de la question des retenues d'eau, notamment autour des sujets de partage de la ressource en eau, de transfert d'eau. Et là aussi, c'est un peu compliqué parce qu'une partie des solutions qui sont avancées sont ce qu'on appelle des solutions de maladaptation, dites de maladaptation. C'est-à-dire qu'elles vont conduire à finalement repousser le problème plus loin sans le résoudre et avec des dommages collatéraux sur la biodiversité, sur la charge sédimentaire, donc sur le recul du trait de côte, enfin sur un ensemble d'effets en fait induits qui sont problématiques. Dernier point d'alerte, on oublie souvent que le déficit d'eau a aussi un impact très important sur l'industrie. On a beaucoup parlé cet été de l'impact sur les centrales nucléaires, mais on a beaucoup d'industries qui sont liées à la voie d'eau, qui sont liées à la présence d'eau. Et donc, cette question de l'eau, elle est vraiment transversale à l'ensemble des secteurs économiques. On a aujourd'hui des études qui montrent, par exemple, que dans le cas du tourisme, ces questions de pression sur la ressource sont aggravées par les déficits en eau, qui posent en plus des problèmes d'assainissement, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de monde, donc on n'a pas les infrastructures adaptées. Et en plus, par-dessus, parfois on a moins d'eau, donc il faut apporter des bouteilles, donc ça fait de la pollution. Donc tout ça, en fait, ce sont des problèmes qui vont arriver sur les territoires et qui demandent une gestion précise, territoire par territoire, en fonction des ressources et des besoins, et en gardant à l'esprit cette articulation nécessaire entre atténuation et adaptation,
Dernier exemple, on a parlé de maladaptation, on pourrait aussi parler de malatténuation. Quand aujourd'hui des élus vous expliquent qu'il suffira de dessaler de l'eau de mer pour faire face aux pénuries d'eau potable, je rappelle juste que d'abord le dessalement d'eau de mer c'est extrêmement consommateur en énergie, ça coûte extrêmement cher. Je ne parle même pas du fait de mettre des centrales de dessalement sur des traits de côte qui seront menacés par la montée du niveau marin. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a des problèmes de pas de temps et d'anticipation et encore d'idées reçues qui persistent, qui nous disent que la technique finalement, au lieu d'accompagner la transition, de la soutenir et d'en limiter les impacts sociaux et économiques, est finalement une fin en soi qui va nous sauver et nous empêcher de faire les efforts, y compris dans les transformations structurelles et les transformations d'aménagement de nos territoires qui vont être nécessaires à très court terme. Très bien. Merci Magali. En tout cas, on va revenir ensemble tout à l'heure sur les solutions. Là, il y a un constat, enfin en tout cas, on a listé ensemble les risques sur le trop ou sur le manque d'eau. Alors Yvan Caballero, vous êtes hydrogéologue au BRGM. Vous travaillez notamment sur les eaux souterraines et vous cherchez à calculer la quantité d'eau susceptible d'alimenter un réseau. Alors aujourd'hui, est-ce que ce dérèglement climatique, ce trop plein d'eau ou justement ce manque d'eau pénalise la recharge des réserves souterraines? Oui, il marche normalement. Oui, c'est bon, voilà. Merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on est dans une situation qui est similaire à tout ce qui a pu être évoqué pour les eaux de surface, bien évidemment, pour ce qui concerne les eaux souterraines, puisque le contenu ou les réserves en eau souterraine sont bien sûr alimentées par les précipitations qui éventuellement peuvent passer par des cours d'eau mais finalement quand même finir par alimenter des aquifères. Et dans l'hypothèse où on se projette sur un futur plus chaud avec éventuellement des précipitations, même avec des précipitations stables dans certains scénarios ou des précipitations à la baisse, très logiquement on va malheureusement vers probablement des déficits de recharge des aquifères qui en plus va impacter de manière différentielle les ressources en eau qui peuvent être exploitées pour les différents usages de l'eau, suivant le type de roche dans lequel l'eau s'infiltre et se stocke. Et notamment parce que les épisodes pluvieux étant plus intenses, le sol a une capacité d'absorption limitée, donc et toute cette eau, certes, il tombe peut-être la même quantité, voire plus de quantité d'eau, mais la capacité d'absorption des sols limite de fait les réserves aquifères. Oui, c'est vrai que ça fait partie des questions qui sont un petit peu encore aujourd'hui, enfin qui sont pas un petit peu, qui sont vraiment des questions de recherche aujourd'hui, de savoir dans quelle mesure l'évolution future des précipitations, dont on peut dire qu'en cumul, elles risquent de diminuer, pourrait quand même affecter d'une manière différente la capacité des aquifères à stocker de l'eau, dans la mesure où si les précipitations sont plus intenses, et même s'il pleut éventuellement de manière plus violente à certains moments, donc des cumuls plus importants, comme on a pu avoir ces dernières années lors des différents événements, la recharge effective des aquifères ne sera pas améliorée. Et donc au final, ce n'est pas parce qu'on aurait éventuellement des épisodes plus intenses que la recharge serait éventuellement maintenue grâce à cette intensité. Effectivement, il y a un seuil au-delà duquel, en fonction du type de roche à nouveau, on peut limiter finalement la capacité de la roche à infiltrer de l'eau et donc ne pas bénéficier de ces apports plus importants. Et donc finalement, ça serait quelque part un cumul d'effets déficitaires sur la ressource. Très bien. Et en plus, il y a le phénomène d'évapotranspiration qui se renforce avec les épisodes secs. Du coup, la plante capte davantage d'eau, ce qui en fait encore moins pour les réserves souterraines. Absolument. L'autre facteur, effectivement, qui rentre en ligne de compte pour savoir quelle est la quantité de ressources qui peut réalimenter les aquifères, outre les précipitations, c'est la part qui est prise par le sol et la végétation pour sa croissance de cette ressource qui donc précipite sur le sol. Et si on est dans un environnement plus chaud, où la demande en eau est plus importante, logiquement, la part qui reste, que ce soit pour l'écoulement d'ailleurs des cours d'eau, ou bien pour la recharge des aquifères, diminue. Et les aquifères sont indispensables pour le bon usage de l'eau, c'est-à-dire est-ce qu'on dépend énormément de ces réserves souterraines ou est-ce qu'on pompe davantage dans les rivières? En tant qu'hydrogéologue, si je vous disais le contraire, bon, c'est logique, mais c'est vrai que les aquifères sont quand même des ressources, stockent une ressource qui est préférentiellement utilisée pour l'eau potable en France et généralement dans le monde, partout où c'est possible. Et donc, il y a plusieurs avantages à l'utilisation des aquifères pour alimenter en eau les populations, outre le fait de pouvoir stocker de l'eau dans un réservoir que l'on peut exploiter ensuite. Évidemment, c'est la capacité du sol et du milieu à
filtrer quelque part l'eau et donc à garantir une certaine qualité qui en font des réserves très importantes. Cependant, l'eau de surface est aussi utilisée et d'ailleurs, il y a tout un jeu là à mettre en place, qui existe aujourd'hui et qui fait l'objet justement de beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on doit utiliser de manière intelligente les ressources disponibles en surface et en souterrain pour alimenter les différents usages. Est-ce qu'il faut réserver l'eau souterraine, par exemple, pour des usages potables, ce qui est le cas généralement? Est-ce qu'il faut réserver l'eau surface pour des autres usages comme les usages agricoles? Sachant que les interactions entre les deux types de surfaces sont importantes, la question n'est pas simple. Oui. Alors vous avez travaillé sur un territoire en particulier. Vos recherches, vous les menez plutôt dans la région ou... Oui, alors on a beaucoup travaillé sur la question de la recharge, essayer justement de voir dans quelle mesure, puisque une des principales difficultés de la ressource en eau souterraine, c'est qu'elle est stockée dans des roches et qu'elle est donc par définition invisible, difficile à quantifier. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on va essayer de quantifier plutôt la part renouvelable de cette ressource, c'est-à-dire celle qui est apportée par les précipitations. Donc on a travaillé sur cette question-là. Donc on a fait un travail sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse en particulier, et également sur le bassin Adour-Garonne avec d'autres collègues ici à Toulouse. Et notre objectif, c'était de déterminer finalement la part de la recharge qui est apportée par les précipitations, comme un moyen d'apporter une information, certes potentielle, puisque il est connu qu'une part de cette recharge ne va pas être stockée dans les aquifères et peut éventuellement revenir vers les cours d'eau, mais au moins fournir une quantification spatialisée de cette ressource. Est-ce que vous avez déjà constaté une recharge plus difficile, plus lente que par le passé, ou vous n'avez pas assez de recul pour nous dire ça ? Alors, on n'a pas regardé ça en détail, mais d'ores et déjà, il est évident que les évolutions de température à la hausse sur les 35 ou 40 dernières années, qui ont probablement été discutées ce matin, je suis désolé, je suis arrivé un peu tard, mais qui ont déjà été documentées et qui sont connues, évidemment, conduisent forcément à un déficit en termes de recharge, puisque, comme je le disais, la température va contrôler pas mal l'évapotranspiration, et donc du coup, on a un déficit de recharge. Donc, quelque chose de constaté aujourd'hui au niveau des aquifères. Je ne peux pas dire qu'on ait quelque chose d'identifié de manière formelle, pour la simple et bonne raison qu'il y a un deuxième facteur qui influence énormément la manière dont les réserves en eau souterraine évoluent, c'est l'exploitation de l'eau. Et suivant si on pompe de manière importante ou pas, on va faire fluctuer le niveau de ces réserves d'une manière différente. Et de décorréler le signal climatique du signal anthropique de l'exploitation, c'est quelque chose de compliqué, dans la mesure où en fait, il nous faudrait décrire de manière précise et le plus certaine possible les prélèvements. Et je crois qu'on en a parlé un petit peu ce matin, ça fait partie des problèmes et des données sur lesquelles on a de la difficulté à avoir une information suffisamment exhaustive et précise. Alors aujourd'hui, on parle de l'impact du changement climatique sur l'eau. Est-ce que le changement climatique à l'horizon 2050 va venir encore rendre plus difficile la recharge, cette part que vous essayez de mesurer ? Oui, tout à fait. Alors, disons que le climat va impacter, moi j'ai envie de dire, le climat va impacter de manière directe, physique, la recharge, suivant les processus que j'ai déjà évoqués, des pluies éventuellement qui baissent, température qui augmente, mais elle va aussi impacter de manière indirecte des aspects physiques liés donc, à l'évolution de la végétation. Peut-être qu'un environnement plus chaud, plus humide, éventuellement peut provoquer ou mettre en place une végétation différente. Des évolutions d'urbanisation vont modifier l'occupation du sol, tout ça va impacter la recharge. On a un impact indirect du climat sur le niveau de la mer qui forcément va venir impacter les ressources en eau souterraine situées en milieu côtier, avec des problématiques d'intrusion salée, d'intrusion d'eau de mer dans les aquifères qui peuvent augmenter. Et en fait, il y a un dernier impact indirect, c'est le climat qui va impacter les activités anthropiques, les usages qui vont éventuellement varier, ou du moins pour ce qui concerne l'eau potable, peuvent être amenés à augmenter dans un environnement plus chaud. On peut avoir besoin de plus d'eau potable et donc impacter également le niveau des ressources des réserves en eau souterraine. Alors la mer, vous venez d'en parler. Bruno Castel, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire EPOC à l'Université de Bordeaux, et vous étudiez notamment l'impact du réchauffement climatique sur le littoral. Vous nous dites un mot d'Acclimatera, ce comité scientifique qui a été créé il y a déjà quelques années. Oui, bonjour à tous. Donc Acclimatera, en effet, c'est un comité scientifique interdisciplinaire qui a été mis en place sous l'impulsion de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif, c'était vraiment de dresser un état des lieux, des connaissances sur les impacts du changement climatique sur plein d'environnements, sur plein d'objets. Donc il y avait l'agriculture, il y avait l'eau,
il y avait la biodiversité, la ville, etc., l'énergie. Et donc moi, je coordonnais, on va dire, les réflexions à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sur les aspects littoraux, donc évolution physique du littoral et les risques d'érosion et de submersion en particulier. Alors le changement climatique, il va provoquer quels aléas sur le littoral? Vous les avez identifiés, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors, on en a parlé déjà un peu tout à l'heure. Tout à fait, ma collègue l'a dit tout à l'heure, les aléas, en fait, ils existent déjà sur les côtes basses et meubles. On a déjà, qui sont soumises à des tempêtes, on a des événements de submersion marine. Maintenant, si on regarde et qu'on intègre tout ce qui se passe au niveau des littoraux dans le monde, on a également un recul, certes lent, mais un recul moyen du littoral. Donc on a également l'aléa érosion qui existe sans la présence du changement climatique. Alors le changement climatique, évidemment, il va impacter les nombreux forçages qui contrôlent ces aléas, et donc il va impacter les aléas d'érosion et de submersion marine. En gros, en les aggravant. Par exemple, pour la submersion marine, c'est relativement simple, en fait, même sans considérer une évolution du régime de vent des tempêtes, juste en considérant l'élévation du niveau marin, dont on a parlé ce matin, mécaniquement, en fait, très simplement, sur les côtes basses, ça va engendrer une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements de submersion marine. Donc ça veut dire une menace pour l'urbanisation qui a pu se faire à proximité. Tout à fait, tout à fait. Donc en effet, il y a eu de plus en plus d'aménagements, de plus en plus d'enjeux installés sur le littoral, donc le risque va également augmenter du fait des aléas, mais également du fait de toutes les infrastructures et des enjeux, quoi. Et la menace dont parlait Yvan sur les eaux souterraines qui risquent de recevoir du sel, est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui peut menacer l'alimentation, notamment en eau potable pour les populations? Oui, alors tout ça, ces aspects-là avaient été plutôt abordés dans le chapitre eau justement du comité scientifique. Mais en effet, l'augmentation du niveau moyen des mers, on va avoir des intrusions d'eau salée, donc, qui vont rendre les aquifères saumâtres. C'est des phénomènes très lents, ça prend des dizaines d'années ou c'est plus rapide que ça? Peut-être Yvan pourra... Alors je pense qu'Yvan pourra répondre peut-être mieux que moi, mais... Oui, en fait, disons qu'il y a pas mal d'aquifères qui sont en situation côtière, qui sont, vous savez, les alluvions qui sont le long des cours d'eau, les vallées alluviales. Et dans ces systèmes-là, ça peut être très rapide. Ça peut être à l'échelle d'une tempête. On peut très bien avoir une remontée assez rapide du biseau salé, ce qu'on appelle le biseau, c'est-à-dire le front d'intrusion d'eau de mer. Après, dans des systèmes beaucoup moins perméables, beaucoup plus inertiels, ça va prendre plus de temps. Mais c'est encore plus problématique parce que finalement, ce n'est pas visible. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de l'exploiter de manière courante, sans forcément vous rendre compte que vous avez une intrusion qui est en train de pénétrer et qui, lorsqu'elle sera détectée, sera très difficile à faire repartir, puisque du coup, il faut la repousser. D'accord. Bruno, est-ce qu'il y a aussi un risque, avec des phénomènes de submersion marine, que les estuaires aient du mal à évacuer l'eau et donc des phénomènes de crue peut-être dans ces zones-là? Alors oui, dans les estuaires, c'est des zones particulièrement vulnérables. Donc, en effet, ce qu'on voit notamment, pareil, dans les épisodes de Cévenol qu'on peut voir, c'est qu'il peut y avoir des concomitances entre, on va dire, les phénomènes de submersion marine, donc une surélévation du niveau marin, et à côté, les rivières qui sont en crue et qui, du coup, ne peuvent plus s'évacuer du fait de ce niveau d'eau marin qui bloque les eaux. Et là, vous avez évidemment des submersions qui sont très importantes sur les plaines. Alors on verra ensemble tout à l'heure les pistes d'action. Là on dresse un constat des menaces et des risques. Alors Nathalie Clarin, vous êtes la directrice adjointe de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude. Avec vous, on va pointer les risques qui menacent plus particulièrement votre territoire, l'Aude. Déjà, quelle est votre fonction, votre rôle, vous, direction des territoires, face à ces risques qu'on vient d'évoquer? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on intervient dans le portage des politiques publiques au niveau du territoire, du département, mais aussi on intervient en matière d'accompagnement des collectivités et des acteurs de façon plus large, des acteurs du territoire, pour essayer de voir collectivement comment on peut travailler sur la résilience des territoires. Et c'est un enjeu fort, on en parlait, vous en parliez, Yvan en parlait tout à l'heure. Le sujet submersion marine, le sujet urbanisme, le sujet irrigation, gestion de la ressource, c'est des sujets qui nous préoccupent et sur lesquels on intervient à plusieurs niveaux. Quand on a des événements climatiques comme les inondations de 2018, bien évidemment, on s'interroge sur comment reconstruire pour pas que ça se reproduise dans quelques années. Mais quand on a une répétition d'événements,
je donne juste quelques dates. On a été touché en octobre 2018, mais les mêmes communes ont été également touchées en octobre 2019, puis en janvier 2020, puis en mai 2020, 4 fois en 18 mois. Du coup, on a vu arriver des élus qui sont venus nous voir pour nous dire comment on fait. Si on refait la route au même endroit, eh ben, elle va repartir. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est passé d'un questionnement sur comment je vais reconstruire, comment je peux obtenir des aides à la reconstruction, à comment je peux m'adapter. Et ça, là-dessus, juste un enseignement qu'on peut tirer, c'est quand on a un événement climatique qui arrive, grosso modo, on a 5 ans pour agir. Pourquoi 5 ans? C'est la mémoire. Au-delà de 5 ans, la mémoire, elle y est beaucoup moins. On se souvient moins et finalement, on est passé à autre chose. Et donc, du coup, au niveau du département, on s'est dit, 2018, trop de morts. Donc, comment on fait pour, d'une part, évaluer tous les dégâts qu'on a, mais aussi comment on peut réagir et comment on peut être acteur et pas uniquement dans l'observation, dont l'observation est nécessaire parce que ça permet d'avoir cette action à la fois pédagogique et le maintien de la mémoire, mais aussi on observe, peut-être on peut expérimenter des choses nouvelles et puis voir un petit peu sur le territoire si ça marche ou si ça ne marche pas et qu'on en tire des leçons. Et est-ce que vous en tirez déjà des leçons dans les documents d'urbanisme, dans les préconisations sur l'urbanisation justement? Alors, j'ai envie de dire, dans un premier temps, on s'est penché sur comment reconstruire pour réduire la vulnérabilité. Donc bien évidemment, les documents d'urbanisme, j'ai envie de dire, les plans de prévention des risques inondations, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture au niveau de la DDT, qu'on porte à la connaissance des communes, à la connaissance des acteurs. C'est pris en compte parfois insuffisamment de notre point de vue, mais on agit tous les jours pour que ce soit pris en compte. Il faut travailler justement dans ce temps de mémoire. C'est plus facile la prise en compte quand on a en mémoire encore des sinistres et des catastrophes. Non, j'ai envie de dire, c'est pas une. Enfin, pour les plans de prévention des risques inondations, c'est pas une question de mémoire, c'est une question d'agir vite pour qu'on arrête de construire là où c'est dangereux. On continue aujourd'hui encore de construire là où c'est dangereux? Disons que les événements évoluent. Oui. Donc, ce qui fait qu'en 2018, on a des terrains qui ont été inondés qui n'avaient jamais été inondés. Donc ça veut dire que les événements évoluent. Pour la même pluie, on n'a pas forcément les mêmes dégâts, on le disait tout à l'heure. Alors il y a les réseaux, il y a l'urbanisation, il y a aussi la question de ruissellement et de coulée de boue. Il y a la vitesse qui rentre en compte. Après, le côté réglementaire, on le fait le plus rapidement possible pour préserver les zones inondables. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a la question de la prévention des risques d'inondation avec le périmètre des zones inondables qu'on connaît. Il y a la réduction de vulnérabilité qui est importante aussi, c'est-à-dire porter à la connaissance de tous les habitants qui habitent en zone inondable, qui peuvent adapter leur maison pour être moins vulnérables. Ça, c'est des choses qu'on a mis en place dès les premières semaines, dès les premiers mois. Il y a les questions d'expropriation des zones, des habitations les plus vulnérables. Et puis après, il y a tout ce qui ne relève pas du réglementaire, mais de l'action du territoire, de notre impact sur le territoire. On parlait ce matin du rôle de l'agriculture. Il y a la question des haies, il y a la question des ripisylves, il y a la question des sens de culture par rapport à la pente, il y a la question de la couverture des sols, il y a plein de questions qu'on se pose. Et là, on est confronté vraiment au changement de pratique, au changement de notre mode de production, de nos modes de production, de nos modèles économiques, etc., etc. Et justement, comment on arrive, quand on est représentant de l'État sur le territoire, à mettre en œuvre toutes ces composantes qui touchent plein d'acteurs différents? Vous avez parlé de l'urbanisation, maintenant l'agriculture, la limitation des risques. Comment on met tous ces gens autour de la table et on fait une action homogène pour que ça avance au même rythme? Alors, c'est vraiment la difficulté, c'est que aujourd'hui, on a un fonctionnement au niveau sociétal, ce n'est pas qu'au niveau des organismes de l'État, mais c'est au niveau de nos instances qui sont très sectorielles. Très en silo, en fait. Très en silo.
La difficulté, le problème de l'eau, c'est le problème de tous. C'est le problème de tous les acteurs et pas que les institutionnels. C'est-à-dire que quand on parle du problème de l'eau, par exemple sur les questions d'inondation, généralement le monde agricole, on ne l'a pas autour de la table. Et l'enjeu, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs. Est-ce qu'on y arrive? Alors, au niveau de l'Aude, c'est là où on a, dans les quelques jours qui ont suivi l'événement de 2018, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire pour mesurer tous les impacts qu'on avait suite aux inondations. Et on a pensé à l'image satellitaire. Donc on s'est rapproché du CNES. Et puis finalement, on travaillait avec le CNES. On s'est rendu compte que peut-être il y avait un autre projet à construire, qui est le projet FLOD, dont on a parlé tout à l'heure rapidement. Mais vous pouvez nous en dire un mot? C'est quoi ce projet? Alors, ce projet-là, au départ, c'était utiliser l'image satellitaire pour regarder les dégâts sur les vignes et les embâcles. C'est uniquement ça. Et puis finalement, on s'est rendu compte que finalement, ça pouvait nous servir un petit peu d'observatoire par rapport aux différentes inondations. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à Météo France, qui finalement serait peut-être intéressant de voir un petit peu plus près le changement climatique, comment ça évolue. Changement climatique, tout le monde en parle, mais sur le territoire audois, c'est quoi? Concrètement, C'est à quoi il faut s'attendre? Est-ce que finalement, on a vécu 99 les grosses inondations, 2018, est-ce qu'on va attendre 10 ans, 15 ans de plus pour avoir des grosses inondations? Et donc, du coup, on a été encore plus loin. On a dit, finalement, on a un côté pédagogique, maintien de la mémoire. On a un côté prospectif, changement climatique. Ce qui serait intéressant, c'est de créer aussi, collectivement, alors là, ça a été vraiment un partenariat. Donc, il y a Météo France, il y a le CNES, il y a l'Université Jean Jaurès de Toulouse, il y a le bureau d'études SJEVT et la DDTM. On s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer un outil d'aide à la décision pour voir quelles sont les actions sur le territoire qui peuvent, alors non pas réduire les inondations, sur le périmètre des zones inondables, il est ce qu'il est, mais au moins travailler sur la réduction du ruissellement. Ah, ce fameux phénomène de ruissellement. Donc on a eu pas mal de débats à savoir est-ce qu'on étudiait la zone urbaine ou la zone rurale. Moi, en tant que DDT, j'ai envie de dire, la zone urbaine, quand on dit à un élu, il faut faire attention où on construit aujourd'hui dans l'Aude. Généralement, c'est entendu parce que c'est assez fréquent. Mais quand on réfléchit à comment on réduit le ruissellement en zone rurale, là, il se pose beaucoup de questions. On a eu de nombreux débats sur le rôle des répicilves. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on a eu beaucoup d'embâcles. Les embâcles, c'est des arbres qui sont déracinés. Mais du coup, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Les répicilves, il faut les reconstruire comment? Et puis, on a aussi une question des répétitions. C'est-à-dire que depuis 2018, on s'aperçoit que les terrains qui ont été fragilisés, les événements qui ne sont pas des événements extrêmes, suivants, les quelques mois suivants, ils ont fait beaucoup plus de dégâts. Parce qu'il y a plus d'arbres aussi. Plus de ruissellement, on a eu l'érosion a été beaucoup plus importante. Donc ce sont des choses qui nous interrogent. Et là, on se rend compte qu'on a réussi petit à petit, on réussit à mettre tous les acteurs autour de la table. On réussit à mettre les acteurs autour de la table. Alors bien évidemment, on joue sur les deux plans en disant, écoutez, aujourd'hui, catastrophe naturelle, il faut prouver l'exceptionnalité. Du phénomène, oui. Du phénomène. Calamité agricole aussi. Mais quand on voit la répétition des événements, catastrophe naturelle, calamité agricole, on ne saura plus le justifier. Pour les événements normaux, qui font des dégâts importants. Donc du coup, je pense qu'on a réussi, alors on n'en est qu'au début, mais on a réussi à convaincre nos interlocuteurs qu'il fallait qu'on travaille et que collectivement on essaie de proposer des solutions. Je ne dis pas qu'on y arrivera, c'est un vaste sujet, mais au moins de tester des aménagements un peu différents qui prennent en compte le changement climatique et la fragilité de nos territoires. En tout cas, les images satellites pour identifier les zones de ruissellement, peut-être du coup réduire ce phénomène de ruissellement. Et quand on réduit le phénomène de ruissellement, Yvan, on favorise la recharge des aquifères, puisqu'on essaie de faire un peu plus pénétrer l'eau. Oui, effectivement, c'est plutôt favorable pour la recharge des aquifères.
Encore faut-il qu'il y ait des aquifères dans les secteurs où on fait réduire les ruissellements. Et c'est toujours la question de cette diversité des formations rocheuses dans lesquelles l'eau peut s'infiltrer et de savoir si cette formation est capable de stocker l'eau. Est-ce qu'il y a des régions de France où on retrouve plus d'aquifères? Est-ce que le sud est favorable ou c'est plutôt le nord? Est-ce que vous avez une cartographie à partager avec nous? Ouais, disons, ouais. Alors, vraiment très grossièrement, c'est vrai que tous les secteurs sédimentaires calcaires sont plutôt favorables. On l'entend intuitivement, à l'infiltration et au stockage de l'eau. Et les secteurs plutôt cristallins, c'est-à-dire de roches plus dures comme les granites, les schistes, donc les massifs généralement, le massif central, le massif armoricain, les Alpes, les Pyrénées, mais pour des raisons plus de relief très importants, sont peut-être moins favorables. Et puis les secteurs qui sont vraiment les plus favorables et qui sont d'ailleurs très exploités, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est les grandes vallées alluviales, donc des principaux fleuves français, qui fait d'ailleurs qu'on a des agences de l'eau pour chacun de ces grands fleuves. Et généralement, le long de ces fleuves, on a des dépôts d'alluvions, de roches que tout le monde connaît, des cailloux ronds, et dans lesquels on peut avoir des ressources en eau importantes, souterraines importantes. Oui. Bon, très bien. Magali Regueza, vous avez écouté avec nous Nathalie Clarinck, ce qu'elle a expliqué de son territoire, les phénomènes, là on a bien vu des phénomènes in concreto. C'est vraiment la concrétisation de ce que les scientifiques peuvent modéliser, peuvent observer au niveau du changement climatique. Alors oui, malheureusement, il n'y a pas énormément de surprises. Les gens qui travaillent depuis des années sur le sujet voient se réaliser parfois beaucoup plus vite que ce qu'ils ne le pensaient des événements. Après, comme je vous le disais, et c'était très intéressant d'ailleurs, ce qui était dit sur les territoires, c'est qu'effectivement, on a une mémoire qui est une mémoire qui ne dure pas au-delà d'un certain temps. Et puis ces territoires, ils ne sont pas figés. Vous avez des gens qui naissent, des gens qui meurent, des gens qui déménagent, des gens qui viennent s'installer. Et donc tout ça, en fait, va faire qu'à l'échelle d'une vie humaine, effectivement, le changement climatique, c'est très loin, c'est pas forcément dans le quotidien, sauf pour certaines catégories de la population. On a parlé des agriculteurs, on a parlé aussi de ceux qui, à un moment donné, étaient touchés, qui le voient au quotidien. Et donc, il y a une grande difficulté déjà dans une situation sans changement climatique, en prendre en compte ces catastrophes naturelles et ces risques de catastrophes naturelles. C'est-à-dire que quand on regarde la politique française de prévention depuis maintenant les années 80, on voit qu'on a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place et que ces dispositifs ils existent, ils sont parfois d'ailleurs presque uniques au monde. Je pense au système d'indemnisation CatNat, je pense au plan de prévention des risques. Mais que tout ça, finalement, déjà a du mal à se mettre en place parce que tant qu'on n'a pas subi un événement, eh bien, on n'est pas forcément prêt à agir. On voit bien qu'en France, comme dans tous les pays du monde, les grandes lois, les grands dispositifs sur la protection, la prévention, la gestion de risques, la gestion de crise ont été mis en place après de grands événements qui ont marqué les pays et les opinions publiques. Et donc, vous rajoutez à ça, là-dessus, le changement climatique avec encore de grandes incertitudes parce que, comme ça a été très bien dit, vous avez d'une part la dimension climatique, d'autre part les signaux anthropiques et on voit bien comment à chaque fois l'utilisation des sols, de la végétation, les activités humaines changent, modifient les paramètres entre guillemets naturels. Vous rajoutez là-dessus l'exposition et la vulnérabilité, vous avez un cocktail complètement détonnant où vous voyez aujourd'hui dans les territoires des gens qui prennent à bras-le-corps les problèmes, qui sont souvent d'ailleurs assez seuls. Vous avez des élus qui portent, vous en avez qui sont moins convaincus. Et puis vous avez le temps des élections, vous avez le temps de la vie des services administratifs, vous avez le temps des industriels, des entreprises. On voit bien là encore comment la crise Covid aura un impact certain parce qu'avec une réduction des finances publiques, qui va arriver à un moment donné avec des territoires qui sont déjà en très grande difficulté sociale et économique pour certains, il se peut très bien qu'on choisisse l'urgence sociale et économique et qu'on laisse à nouveau de côté les événements. Tout ça est très compliqué. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser, mais il s'agit de dire que sur les territoires, ça bouge. Et on voit avec Acclimatera, voilà, c'est un exemple qui est souvent cité parce que c'est vraiment là un exemple laboratoire assez éclairant, qui est très inspirant pour ceux qui le regardent.
on voit quand même que c'est difficile. On voit que derrière, c'est vraiment un investissement à temps plein et que ce qu'ont vécu et vivent encore les scientifiques qui se sont mobilisés pendant des décennies pour alerter sur le changement climatique, aujourd'hui, on voit que dans les territoires, on a des élus, on a des chefs de service, on a des entrepreneurs, on a des associations qui se mobilisent aussi. Et c'est pas facile et c'est compliqué. Et je vous donne juste un exemple. Au mois d'avril-mai, on avait des prévisions de Météo France qui diraient qu'on aurait un été très très chaud. Et on a vu cette année qu'on a eu ce dôme de chaleur au Canada, on a eu ces dômes de chaleur sur l'Espagne, sur une partie des pays méditerranéens. Et en France, on a eu un été pourri. Eh bien, quand je vais dans les colloques et quand je vais parler à des élus, etc., on me dit, ah ben, vous voyez, ils se sont encore trompés parce qu'en gros, le problème, c'est pas la chaleur. Sauf qu'en fait, on est à quelques centaines de kilomètres, c'était pour nous. Et que donc, si vous voulez, à chaque fois, un risque vient à chasser un autre. Et c'est pareil sur les territoires. Or, on a besoin, dans une politique publique et privée d'ailleurs, d'une continuité. On a besoin à un moment d'avoir une continuité dans le temps. On a besoin à un moment d'avoir des élus, des administrations qui parlent aux experts, qui parlent aux scientifiques et qui font qu'on a un pilotage national qui va ensuite se décliner dans les territoires avec un accompagnement, avec des supports. Et moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans tout ce qui a été dit, c'est qu'on voit à quel point l'hétérogénéité des territoires en France, on n'a pas parlé des Outre-mer, mais on pourrait aussi beaucoup en parler, fait que les problèmes sont différents, fait qu'à un moment donné, on va travailler à l'échelle du territoire, mais il faut aussi se coordonner avec les territoires environnants. Vous avez parlé des agences de bassin, cette logique du bassin versant, elle est importante. On voit comment un ensemble d'acteurs vont être touchés, les agriculteurs, les industriels, les professionnels du tourisme, on n'a pas parlé des écoles, des hôpitaux, mais tous ces services publics qui sont aussi impactés à un moment donné par les modifications du climat, qui sont liées à l'eau. On a très bien vu à Saint-Martin comment la question de l'eau devenait absolument déterminante pour les questions sanitaires, par exemple. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est face à un chantier immense où on a déjà l'expérience des décennies précédentes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les risques liés à l'eau, déjà, et qu'il faudrait déjà arriver à rendre complètement efficace ce qui existe, et puis à mettre un coup d'accélérateur pour faire face au changement qui, je le répète, je crois que c'est vraiment important à dire, est déjà là, et avec des trajectoires sur l'avenir qui sont déjà inquiétantes par rapport aux efforts qu'il va falloir accomplir. Des trajectoires plutôt agressives, oui. Merci Magali, évidemment vous intervenez quand vous le souhaitez. Alors Nicolas Baudusseau, vous avez certainement entendu Nathalie Clarenc qui a évoqué le caractère exceptionnel ou malheureusement de moins en moins exceptionnel des calamités agricoles ou catastrophes naturelles. Alors vous, ça vous intéresse parce que vous êtes un assureur. Vous êtes le directeur du département Fonds publics et prévention à la CCR, la Caisse centrale de réassurance. Alors, vous n'êtes pas connu de tout le monde. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la CCR ? Alors oui, merci d'abord de cette invitation. Et peut-être en deux mots, la CCR, d'abord, ce n'est pas un assureur. La CCR, c'est un réassureur public. Donc, c'est une entreprise publique qui est détenue à 100% par l'État français, sous la tutelle du ministère des Finances, et qui a un rôle qui, pour simplifier, est d'assurer les assureurs pour des risques réputés non assurables. Alors, les catastrophes naturelles font partie de ces risques réputés inassurables. Pourquoi sont-ils réputés inassurables ? Parce que dans un certain nombre de pays où on laisse faire le marché privé, où tout est finalement dans les mains du marché, vous arrivez à des situations où il n'y a qu'une petite partie des gens qui s'assurent, ceux qui ont les moyens et ceux qui ne sont pas trop exposés. Puis vous avez une grande partie qui n'ont pas les moyens, qui sont très exposés, qui, ceux-là, ne peuvent pas s'assurer. Ce n'est pas ce qu'a fait comme choix le législateur en 82. En 82, après des inondations très importantes en France, il a décidé de mettre en place un système d'assurance qui permettrait à la plupart des gens d'être couverts. Et aujourd'hui, 98% des gens sont couverts et pour un prix relativement abordable. Donc, c'était ça l'enjeu du législateur de l'époque, en 82, lorsqu'il a mis en place ce système. Et pour ce faire, il y a eu besoin de mutualiser. Vous n'avez pas tellement le choix quand vous avez des expositions qui sont très différentes entre l'eau de la région parisienne, les Alpes-Maritimes ou ailleurs. Il faut mutualiser avec des territoires qui sont moins exposés. Et c'était l'enjeu de cette loi qui a fait en sorte que on oblige
les contrats d'assurance classiques, dommages aux biens, à avoir une extension de garantie qui couvre contre les catastrophes naturelles. Et cette extension de garantie, elle est cadrée par la loi. Son montant en pourcentage est cadré aussi par la loi. C'est 12% de votre contrat d'assurance dommages aux biens qui alimente le système d'indemnisation des catastrophes naturelles. Et pour permettre que ce système soit solvable, c'est-à-dire qu'il arrive au vu des primes qui sont collectées et des dommages qui sont indemnisés, pour assurer la solvabilité, il fallait mutualiser aussi ces assurances avec la Caisse centrale de réassurance, donc que les assureurs puissent se réassurer en quelque sorte, puissent se couvrir, et la Caisse centrale de réassurance bénéficie de la garantie de l'État, ce qui fait qu'elle chapeaute en quelque sorte le système d'indemnisation, elle assure sa solvabilité dans des conditions qui sont, il faut le dire, effectivement de plus en plus difficiles. Oui, parce que globalement, les primes permettent de couvrir, on va dire, les indemnisations, mais vous ressentez évidemment de plus en plus de tensions, parce que comme disait Nathalie Clarin, qu'il y a de plus en plus d'événements qui mettent en tension les finances. Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement une difficulté que l'on rencontre ces dernières années. On a des signaux qui laissent à penser qu'on va vers une situation de plus en plus difficile, effectivement, de mise en tension du système d'indemnisation des catastrophes naturelles. Pour vous donner quelques chiffres, depuis 1982 que le régime existe, il a indemnisé 40 milliards d'euros de dommages, c'est à peu près 1 milliard d'euros par an en moyenne sur toute la période, jusqu'à 2020. Et on s'aperçoit que entre 2016 et 2020, les montants indemnisés par année ont dépassé le milliard et demi. Ce qui fait qu'on est dans une tendance claire à l'augmentation, mais c'est sur la dernière partie de la période uniquement. C'est sur ces 4-5 dernières années. Est-ce que ce sont des signaux qui sont durables ? On le verra bien, mais en tout cas, effectivement, il y a une mise en tension qui est inquiétante parce que derrière, encore une fois, c'est la solidarité nationale qui est en jeu. Il faut pouvoir conserver ce système qui permet à tout le monde de pouvoir être assuré. On a fait des études très importantes, notamment avec Météo France, en regardant comment ces dommages pourraient évoluer à l'horizon 2050 en se basant sur le scénario RCP 8.5, qui est celui qui est un peu le scénario du laisser-faire. On voit que cette sinistralité augmenterait de 50% à l'horizon 2050. Et là, on aura un vrai problème, effectivement, pour indemniser les assurés dans l'avenir. Donc, il y a des questions qui sont importantes autour de ça, et il n'y a pas 36 manières de les résoudre. Vous avez c'est d'augmenter l'argent qui est collecté et mutualisé. Bon, c'est une des façons de faire, donc d'augmenter le taux de surprime. Et puis l'autre manière de faire, et celle dont on attend beaucoup, c'est évidemment tout ce qui concerne l'adaptation, la prévention des risques, qui est je crois que c'est important. Ce qui est important à dire, c'est que sur ces éléments-là et tout ce qui a été dit sur le plateau le montre, et plus généralement on le constate avec les investissements qui sont consentis chaque année en matière de prévention, il y a une dynamique très forte sur ces sujets. C'est pas on n'est pas dans le laisser-aller en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il y a déjà depuis de nombreuses années des investissements très importants qui ont été réalisés, notamment grâce à la mise en place du fonds Barnier, du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Et il y a une dynamique qui est très forte sur ces questions-là partout en France, dans tous les territoires, pas forcément sur tous les phénomènes, mais en tout cas notamment sur les phénomènes d'inondation. On voit bien qu'il y a eu des efforts très, très conséquents qui ont été réalisés, en particulier dans l'Aude, mais aussi dans d'autres territoires, et qui d'ailleurs ont porté leurs fruits. C'est toujours quelque chose qui est compliqué à essayer d'exprimer, à essayer de montrer quand après un événement il y a eu des morts, il y a eu des dommages considérables, etc. Et je crois que, Madame Clarin, vous me le confirmerez, mais il me semble bien que le SMAR, le PTB de l'Aude, a fait une étude, une évaluation pour montrer que ce qui avait été mis en place en termes d'investissement dans le cadre du PAPI de l'Aude avait permis d'éviter un certain nombre de dommages. Et ça aussi, c'est important à mettre en exergue parce que oui, il y a des choses qui se font. On arrive à des résultats et il faut aussi les mettre en exergue. C'est vraiment très important et au même niveau que les problèmes qui nous restent à solutionner, me semble-t-il.
Donc effectivement, pour vous, réassureurs, la meilleure prévention, c'est la prévention des risques. Vous évoquiez le fonds Barnier tout à l'heure. Alors le gouvernement vient d'annoncer un nouveau régime d'assurance contre les aléas climatiques pour les assureurs, doté de 700 millions d'euros. On voit bien que c'est une rallonge parce que les aléas climatiques qui touchent le monde agricole sont de plus en plus nombreux. Il faut s'attendre à avoir des efforts budgétaires de la collectivité nationale pour venir aider les populations touchées par le réchauffement climatique et ses conséquences. Alors, ce dont vous parlez, c'est un système qui est parallèle en fait au système d'indemnisation des catastrophes naturelles. Le système qui est réassuré par la Caisse centrale de réassurance, c'est un système qui couvre les dommages aux biens, c'est-à-dire les maisons, les entreprises, quelques biens des collectivités qui sont assurés, quelques biens des agriculteurs aussi, notamment leurs bâtiments en particulier, mais tout ce qui concerne les pertes de récolte, ça concerne un autre système qui est le système des calamités agricoles qui repose sur un fonds public. Il n'y a pas de système de réassurance de la CCR. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un système qui est à la fois où vous avez des agriculteurs qui peuvent bénéficier du fonds des calamités agricoles et des agriculteurs qui sont assurés auprès d'une assurance privée qui bénéficie donc de multirisques climatiques et qui sont assurés par ce biais-là parce que il y a un système d'exclusion, c'est-à-dire le Fonds national de gestion des risques en agriculture qui est géré comptablement à la CCR. N'indemnise pas un certain nombre d'agriculteurs, en tout cas c'est ce qui est marqué, dans les textes, à l'exception du gel du printemps dernier, n'indemnise pas par exemple les viticulteurs et les céréaliculteurs. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui, et on en a parlé un peu ce matin, le Varenne de l'eau fait partie de cette grande réflexion sur la refonte du système d'assurance récolte et plus généralement de la prévention des risques naturels pour l'agriculture. C'est une question qui est revenue de plein pied sur la table, qui était en discussion depuis 2020 déjà. Et avec le gel tardif que l'on a eu, ça a effectivement créé une explosion, un renforcement de la demande des agriculteurs, évidemment. Et ce que l'on voit, c'est que pour mettre en place un nouveau système, ça nécessite effectivement des rallonges d'argent public qui ne sont pas négligeables. Vous avez cité les chiffres, 600 à 700 millions d'euros par an. C'est effectivement une nécessité et c'est un sujet dont on reparlera très certainement dans l'avenir. Il y a une question autour mais c'est un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire ce filet de sécurité de l'assurance ou du fonds public qui va permettre d'indemniser les gens. Il faut qu'il s'accompagne aussi d'efforts d'adaptation, et c'est bien ce qu'entend faire la profession agricole aussi pour s'adapter à la question des sécheresses en particulier, mais aussi à la question du gel et à d'autres problématiques de type inondation, etc. Tout ça doit être pris dans un ensemble. C'est-à-dire que ce qui est derrière et ce qui est intéressant, c'est que, et Magali, je pense, pourrait le dire aussi bien que moi, c'est que longtemps, les acteurs de la prévention, les acteurs de la gestion de crise, les acteurs de l'assurance, en quelque sorte, de l'indemnisation, ne se sont pas beaucoup parlé. Et on est en train de se rendre compte, ces dernières années, qu'en fait, on est tous liés. C'est-à-dire que le système d'indemnisation, il ne pourra survivre et faire son travail correctement que si la prévention a été suffisante et a permis d'éviter que la plupart des dommages se réalisent, si la gestion de crise derrière, avec tout le ministère de l'Intérieur, fait en sorte qu'on sauve le maximum aussi de personnes, etc., après restera ce dernier filet de sécurité qui est celui d'indemnisation et qui ne pourra bien faire son travail que si les deux premiers piliers ont bien fonctionné. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. On l'a compris en Outre-mer, où il y a eu des travaux très importants qui ont été menés avec tous les secteurs réunis. Je pense qu'on est en train de le comprendre aussi en métropole. Nathalie Clarenc, l'utilisation du fonds Barnier, notamment pour des travaux de protection hydraulique, des démarches d'urbanisme résilient, des systèmes de prévision plus réactifs, ça participe de la réduction du risque, donc du dommage aux populations et aux bâtis, aux infras. J'ai envie de dire, ça participe bien évidemment, ça participe à la protection des populations et des biens, c'est évident. Après, moi j'ai envie de dire par rapport à tout ce qu'on a entendu,
je pense que les acteurs du territoire ont besoin de soutien. Je pense notamment aux agriculteurs. Quand vous prenez un jeune agriculteur qui est installé depuis 5 ans, et en 5 ans, il a eu 4 calamités agricoles, il a du mal à s'en relever. Donc il y a besoin de soutien psychologique dans un premier temps, soutien financier, ils en parlent beaucoup. Et puis après, l'accompagnement technique. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des acteurs qui ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Ils sont un peu désemparés. Ils sont perdus. Et puis après, tout ce qui est adaptation et changement, ça prend beaucoup de temps. Changer un mode de culture, on voit bien passer en bio, déjà ça prend quelques années, mais alors je ne vous parle même pas de créer une nouvelle filière ou toute une chaîne complète. Et ça prend du temps. La difficulté, c'est que déjà au niveau des différents acteurs, il faut qu'on arrive à se mettre tous autour de la table. Et quand je dis tous, ça fait beaucoup de monde, qu'on se mette d'accord, qu'on décide. Et là, moi, mon analyse, qui est très personnelle, j'ai envie de dire, s'il y a un leader qui n'a pas peur des choses, et qui prend les choses en main et qui a des idées, ça fonctionne. Le problème, c'est que souvent sur le territoire, il faudrait qu'on trouve des leaders qui n'aient pas peur de partir sur un changement de paradigme et qui n'aient pas peur de dire les choses et de faire, tout en sachant que tout ce qu'on fera, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Une fois de plus, si la solution était évidente, je pense qu'on l'aurait trouvée depuis très longtemps. La solution évidente, elle n'y est pas. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs n'ont pas conscience du problème. Moi, je vais dire juste un exemple. Cet été, la sécheresse. Fin juillet, on a dit, oh là, risque important de rupture d'eau potable. On n'a pas beaucoup d'acteurs qui nous ont dit, ah là là, il faut qu'on s'organise. Beaucoup nous ont dit, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Ça passe jusqu'au jour où ça passera plus. Et malheureusement, on est dans une société où très souvent, il faut qu'on ait des grosses catastrophes naturelles pour prendre conscience qu'il faut agir. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on agisse avant, qu'on essaie d'anticiper un peu, mais l'expérience nous montre que les territoires les plus en avant sur ces thématiques-là, c'est les territoires où il y a eu des inondations. Dans l'Aude, je dis franchement, dans l'Aude, on travaille beaucoup sur la prévention des inondations. On a eu des inondations meurtrières en 1999, en 2018. On a des acteurs qui sont à l'écoute. Sur les autres sujets, on y travaille. Plus difficile. Alors Bruno Castel, tout à l'heure, vous nous avez parlé des menaces sur le littoral. Pour s'adapter, vous me disiez, il faut en fait croiser les enjeux socio-économiques. On ne peut pas tout faire partout en même temps, à la même vitesse. Vous preniez par exemple l'exemple de La Rochelle, qui est une cité patrimoniale, et si pour se protéger des submersions marines, là peut-être une construction de digue est pertinente. À d'autres endroits, c'est peut-être pas le cas. Donc c'est quoi la bonne méthode? Comment on fait pour croiser les enjeux socio-économiques d'un territoire pour se protéger contre ces risques qu'on a listés? Alors oui, vaste question. En effet, vous l'avez dit très bien juste avant, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle qui marche partout. Donc croiser les risques physiques, c'est regarder l'intensité de l'érosion, la fréquence et l'intensité des événements de submersion, et puis qualifier ensuite les enjeux socio-économiques. Et du coup, alors on peut parler peut-être d'exemples, très simplement. Oui, c'est en effet le cas de La Rochelle, évidemment. Il faut maintenir les digues et pourquoi pas les rehausser. Ce qu'il faut faire, déjà, c'est le constat, c'est que maintenir ou rehausser les digues partout où il y en aurait besoin, c'est pas possible parce que les coûts sont très largement supérieurs aux capacités de financement de la puissance publique. Donc il y a des choix inévitables à faire et des choix qui vont être sur le long terme très douloureux avec des problèmes de relocalisation, par exemple. Il faut s'attendre ça dans l'avenir à demander à des populations de déménager, de quitter des quartiers entiers au bord du littoral? Oui, tout à fait. Oui. Il y a des exemples déjà assez concrets où au moins la réflexion est lancée sur la façade girondine notamment, où on est sur des taux de recul de 1 à 2 mètres par an, voire supérieurs, et ça va s'accélérer. Et quand vous avez un trait de côte qui est déjà au niveau de la première ligne des maisons, évidemment, à l'horizon 2100, on sait que ça va être compliqué. Donc il y a cette adaptation sur le long terme. Il faut voir qu'il y a plusieurs temporalités avec l'adaptation. C'est qu'en parallèle de ces réflexions sur le repli stratégique, il y a également des approches d'adaptation avec des ouvrages en dur pour les 20-30 prochaines années.
Alors, comme je disais, oui, il faut croiser les risques physiques avec les enjeux socio-économiques. Un autre type d'exemple, peut-être à l'autre extrémité du spectre de La Rochelle, c'est les zones qui sont qui abritent relativement peu d'enjeux, hein, par exemple des terres agraires. Et l'exemple de la dépoldérisation et des solutions basées sur la nature, je pense que je vais peut-être un peu spolier ce qui va se passer après. Mais, non, mais allez-y. Pour la petite histoire, l'homme a avancé sur les terres au cours de ces derniers siècles sur pas mal de zones, notamment les marais littoraux, en asséchant les marais, en construisant des digues de première ligne. Et le problème, en fait, avec ce type de système, c'est que vous pouvez avoir des submersions marines extrêmes de temps en temps. Quand ça déborde complètement. C'est le cas de Xynthia, par exemple, en 2010. Une solution basée sur la nature reviendrait peut-être à enlever ces premières digues, en fait. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'il va y avoir plus souvent des épisodes de submersion marine. Il faut savoir qu'en fait, quand la submersion arrive, la mer, elle apporte du sédiment. Donc en fait, votre marais, en plus de restaurer votre marais littoral, il va s'ajuster et il va s'ajuster à l'augmentation du niveau marin, finalement, quoi. Je ne parle même pas de la restauration des habitats pour les oiseaux migrateurs, les nurseries pour les poissons, la dissipation des vagues grâce à la végétation, le fait que c'est pas cher du tout. Et le fait aussi, et ça c'est très important, c'est que ces grands plaines, ces grands marais littoraux, hein, quand vous avez un épisode de submersion marine important, ça agit comme une plaine de débordement. Et en fait, ça a pour effet de réduire la surcote au niveau des côtes adjacentes, qui, elles, sont potentiellement abritent des enjeux importants. Ça répartit l'effort, en fait, sur la façade. Et donc ça pourrait, en plus, économiser des coûts. On pourrait éviter carrément de rehausser les digues au niveau de ces littoraux adjacents. Donc voilà, l'adaptation, il faudrait plus penser ça comme une espèce de mosaïque d'approche en fonction des secteurs qui abritent des forts enjeux, d'autres moins, et essayer de composer avec tout ça, quoi. Magali Regueza, vous êtes en accord avec cette approche socio-économique pour serrer, on va dire, les priorités? Tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont importantes dans ce qui a été dit. La première, effectivement, c'est d'avoir à l'esprit qu'il va falloir questionner l'habitabilité de certains territoires. Et cette habitabilité, elle n'est pas liée à un quelconque déterminisme. Comme il a été dit, on peut habiter partout. On songe aujourd'hui à aller sur Mars. La question, c'est effectivement quel est le coût qu'on est prêt à accepter. Et par ce coût, il y a effectivement la capacité de financement de la puissance publique, il y a aussi le coût des vies humaines, il y a aussi les coûts psychologiques, les coûts sociaux. Et donc, un des enjeux pour les prochaines décennies, c'est de voir effectivement comment relocaliser des activités, des populations, avec le plus d'accompagnement possible, sachant que dans certains cas, il faudra faire des choix et expliquer pourquoi on protège telle ville et pas telle autre, pourquoi on protège telle activité et pas telle autre. Le deuxième point, effectivement, c'est de remettre la technique à sa place. Et de voir, par exemple, que dans certains cas, la technique, elle est effectivement le seul moyen d'atténuer les chocs et de permettre d'aller vers une transition, de ralentir, en fait, le rythme de la transition. Dans d'autres cas, elle est finalement un pis-aller qui mène droit au mur parce qu'elle évite de se poser la question de comment je change et pourquoi je change. Il y a effectivement ces solutions fondées sur la nature qui aujourd'hui ouvrent des perspectives importantes et permettent d'avoir cette vision transversale. Et d'une certaine manière, on voit bien que d'un côté, on a effectivement des logiques qui sont des logiques complexes et globales et qu'on a besoin de penser de façon désilotée. Par contre, les territoires et d'une certaine manière, l'organisation des structures sociales, elles sont silotées par essence. C'est-à-dire qu'un bassin versant, c'est-à-dire qu'un marais maritime, c'est-à-dire qu'il est toujours segmenté dans des périmètres administratifs, des espaces de vie, des bassins d'emploi qui effectivement viennent se superposer aux logiques naturelles. Et on n'agit pas de façon systémique. Quand on agit ponctuellement. Et effectivement, c'est vraiment un changement de regard qu'il faut porter. Et je suis très, très sensible à ce qui a été dit sur mettre les gens autour de la table. Parce qu'effectivement, face à ces problèmes, on est un peu dans le marabout bout de ficelle, c'est-à-dire que vous tirez la pelote et puis vous vous rendez compte que pour remettre un polder en eau, par exemple, il va falloir regarder un ensemble d'acteurs. Alors on a les habitants et puis on a les usagers et puis qu'est-ce qu'on fait des non-humains.
Et tout ça aujourd'hui questionne un peu nos modes finalement d'aménagement, nos modes de gestion, nos modes de représentation, dans un contexte quand même démocratique qui est aussi très compliqué, hein, où on voit bien que on a des processus de légitimation démocratique par l'élection qui sont plus vraiment, enfin en tout cas qui posent question. On a aujourd'hui l'émergence d'un certain nombre de formes de démocratie participative, d'associations, mais qui là aussi fonctionnent souvent comme des lobbies. On a des élus qui sont de plus en plus en prise avec du contentieux judiciaire. On voit bien hein, sur Xynthia que ça a beaucoup et qu'on a des élus aujourd'hui qui veulent plus forcément y aller. Donc tout ça est compliqué et finalement, détonne avec l'idée qu'il y a une urgence effectivement à agir. Et donc l'idée finalement, c'est pas d'exclure des solutions, mais c'est bien de faire ce qui a été dit, c'est-à-dire dans certains cas, on va mettre la digue. On va mettre une digue sachant qu'on va la détruire. On va mettre une digue en faisant comme si elle n'existait pas. C'est le principe des digues transparentes sur certains territoires. Dans d'autres territoires, on va faire des bassins pour retenir l'eau, ou ces bassines, mais qui vont être provisoires. Et puis dans certains cas, on va effectivement déplacer les populations. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, et c'est un peu la démarche qui a été adoptée aussi au niveau du GIEC, c'est de regarder la question des co-bénéfices. C'est-à-dire de montrer que ce qui a très bien été expliqué sur le polder, c'est que finalement, on va pouvoir à un moment rassembler les gens autour de la table en leur montrant que certes, l'action, elle va avoir des coûts, mais que ces coûts, ils peuvent être répartis. Et c'est pour ça que la question de la solidarité nationale, dont a parlé Nicolas, mais dont ont aussi parlé les interlocuteurs, enfin les membres de la table ronde tout à l'heure, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que c'est la solidarité nationale? Qu'est-ce qui est juste? Qui doit payer? Par rapport à quel principe, quelle valeur? Ça, c'est le premier point. Et puis derrière, c'est aussi d'accepter de voir que, certes, sur le moment, ça va avoir des coûts, mais qu'on va pouvoir aussi y trouver un certain nombre de bénéfices, et que là aussi, ces bénéfices doivent être répartis, et qu'il y a peut-être des actions qui vont converger, et que par exemple, quand on va travailler au soutien de l'agriculture, eh bien, on va aussi travailler sur des enjeux de biodiversité qui pourront avoir des répercussions sur l'eau, qui pourront avoir des répercussions sur le climat, et que donc finalement, on peut transformer l'idée de la complexité en quelque chose de positif, qui va d'une certaine manière amplifier les effets positifs et faire qu'on remette effectivement des gens autour de la table en sortant des effets de posture, en sortant des oppositions stériles, avec, comme il a été très bien dit, des traumatismes extrêmement sévères. On le voit sur les territoires qui ont été marqués, et je pense que les territoires méditerranéens, le bassin, enfin tout ce qui est, on voit bien à quel point les populations qui sont frappées par les catastrophes sont aujourd'hui très très marquées. On voit bien comment les agriculteurs sont marqués. Mais il ne faut pas oublier aussi que sur les stress lents, qui sont beaucoup moins médiatisés, ce sont aussi des traumatismes. Quitter sa maison, c'est terrible. Et donc accompagner des agriculteurs, accompagner des industriels dans un contexte de stress post-traumatique du Covid, ce sont des choses qui sont importantes et qui vont aussi avoir des coûts sociaux qu'on commence à mesurer dans les problèmes de santé mentale, dans les problèmes de santé publique. On voit bien chez les agriculteurs les taux de suicide très élevés. On voit bien que la santé de ces agriculteurs, c'est pas merveilleux. Et donc voilà, derrière, cette idée de co-bénéfice qui peut nous rassembler, elle est sans doute une voie d'entrée pragmatique pour essayer de montrer à chacun que selon les territoires, on va faire aussi de l'adaptation pour le coup de territoire par territoire, et que c'est quelque chose de nécessaire, même si c'est très difficile. Très bien. Merci Magali pour cette analyse. Alors avant de passer aux questions-réponses avec la salle et avec nos amis internautes, Yvan, j'ai une question sans spoiler ce qu'on va se dire dans la table ronde suivante sur les solutions fondées sur la nature. On essaie de parler ensemble des recharges des aquifères. Est-ce que c'est une technique qui est souhaitable, qui est techniquement réalisable, et est-ce qu'elle est bénéfique? Oui, alors effectivement, la recharge des aquifères est présentée comme une solution qui peut effectivement être rapprochée des solutions fondées sur la nature, puisqu'il s'agit d'utiliser un réservoir naturel comme moyen de stocker de l'eau. Et donc, il y a effectivement un intérêt, il y a un potentiel certain qu'il faut quantifier dans le détail sur le territoire. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément facile à faire, ce sont quand même des processus complexes, mais l'idée, c'est effectivement d'infiltrer de l'eau là où la roche permet à l'eau de s'infiltrer facilement et où elle stocke la ressource, de l'eau qui serait disponible
lorsqu'elle est disponible, notamment en hiver, pour l'utiliser lorsqu'on en a besoin, notamment en été. Et c'est là que c'est compliqué, parce que, outre les problématiques physiques d'infiltration, il y a la question de est-ce qu'on va véritablement pouvoir garder cette eau-là dans l'aquifère jusqu'au moment où on aura besoin. Et il y a la question de quelle est la qualité de l'eau que l'on accepte d'infiltrer et comment est-ce que cette qualité va évoluer dans le réservoir. Donc c'est quand même des questions compliquées, mais c'est éminemment une solution sur laquelle on travaille aujourd'hui. On appelle ça la recharge maîtrisée des aquifères, hein, plutôt qu'artificielle, qui est un petit peu plus péjoratif. Voilà. Mais j'aurais envie de dire également, donc c'est une solution importante qu'il faut creuser, mais à côté de ça, il y a d'autres aspects qu'on peut évoquer pour ce qui concerne les eaux souterraines. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la totalité de nos ressources en eau souterraine de manière suffisamment précise comme pour avoir une information quantifiée de leur état, ni de l'ordre de leur évolution. On a un certain nombre de travaux de modélisation, je crois que Florence Abetz en a parlé ce matin, qui nous renseignent sur des aquifères, comme je disais, sédimentaires, qui sont peut-être un peu mieux connus ou peut-être un peu plus faciles à décrire. Mais il y a tout un tas d'autres aquifères qui sont bien moins connus, qui parfois peuvent être profonds, qui sont souvent très exploités, mais dont on ne connaît pas bien le fonctionnement. Donc il y a un premier axe d'amélioration ou d'adaptation qui consiste à mieux les étudier. Je pense que c'est un truc qui peut être dit de manière générale pour tous les systèmes naturels. Je voudrais qu'on n'oublie pas, quand on dit qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, ce qui me semble une nécessité, ne pas oublier de dire que ça ne va pas résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a des problèmes de compréhension du fonctionnement des systèmes naturels qui restent à creuser. Ensuite, donc, une autre voie d'adaptation, d'amélioration, évidemment, c'est de travailler sur la consommation de l'eau. La ressource en eau, c'est quelque chose qui va avoir une limite, une quantité finie. On peut aussi réfléchir sur les moyens ou comment est-ce qu'on doit l'utiliser. Est-ce qu'on peut rationaliser son utilisation? Est-ce qu'on peut mieux consommer, etc., etc. Il y a enfin la question de sa qualité. Je crois que Florence aussi en a parlé ce matin, qui est un point dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est essentiel. On doit, je pense, probablement réfléchir à améliorer le plus possible la qualité de l'eau que l'on rejette dans le milieu, puisqu'une partie de cette eau va éventuellement revenir dans les aquifères, on va éventuellement la réutiliser. Et puis on peut éventuellement aussi réfléchir à tout ce qui concerne l'état des milieux qui ont un rôle épurateur dans l'environnement, les zones humides notamment, parler des ripisylves, tous ces milieux qui ont un rôle naturel d'amélioration de la qualité de l'eau, et qu'il faut également, je pense, prendre en compte et sur lesquels il faut travailler. Et enfin, il y a un domaine qu'il faut quand même aussi évoquer, même si je n'y connais vraiment rien du tout, c'est tout ce qui concerne la réutilisation des eaux usées. Je pense qu'il y a tout un tas tout un pan d'activités qui est concerné par ces questions, et peut-être qu'à un moment donné, il faudra effectivement creuser davantage cet aspect-là aussi. Très bien. Bruno Castel, on parlait de la dépolvérisation. Est-ce que c'est des pratiques qu'il faut davantage expliquer, qu'il faut davantage convaincre, et du coup c'est peut-être un peu plus long à mettre en œuvre que construire une digue? Je prends cet exemple, mais ça pourrait être un autre. Oui, je pense que c'est, oui, vu que c'est quelque chose quand même de nouveau, il faut prendre le temps quand même de l'expliquer. Ce qu'on voit souvent dans la population, et les populations qui sont directement affectées par les aléas, c'est qu'ils ne croient souvent que dans la digue, qui va les protéger de manière pas temporaire, et voit ça voilà, sur le très long terme. Donc réexpliquer ça, oui, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en effet, ce qui a été dit, mettre tout le monde autour de la table, en particulier les citoyens, je pense que ça va être très très important pour co-construire ces stratégies d'adaptation. Parce que, en particulier quand on est en face d'incertitudes aussi vastes qu'on peut avoir sur les projections, généralement, c'est dans ces conditions qu'il faut vraiment encore plus solliciter et impliquer le citoyen dans la construction du projet. Alors, vous avez un territoire d'expérimentation tout proche, c'est plutôt la côte atlantique. Est-ce que la côte méditerranéenne est menacée par les mêmes risques, ou ce sont des risques différents, selon vous? Alors oui, alors c'est très vaste aussi, hein. Il y a des secteurs qui sont relativement stables, il y a des secteurs en érosion, avec des villes derrière comme Sainte-Marie. Il y a des environnements, des barrières sédimentaires qui sont soumises à des aléas de submersion marine. Alors, ce n'est pas vraiment les mêmes événements et les mêmes phénomènes qu'on a en Atlantique. Mais oui, la façade méditerranéenne française est très vulnérable à ces aléas. Très bien. Alors, on va passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Est-ce qu'il y en a sur Internet déjà? Voilà. Alors, on va vous passer un micro. Le jeune homme se dirige vers vous.
vous présenter et puis vous posez votre question. Il est allumé, normalement? Non. Vers le haut, voilà. Bernard Leroy, donc du syndicat de la Garonne, le PTB Garonne. Hein. Donc j'ai d'abord une petite question qui s'adresse donc aux scientifiques de la météo, et puis après un témoignage. Hein. Alors, on a vu la DDT de l'Aude qui nous a parlé des événements méditerranéens et cévenols. Donc cette Méditerranée, ce golfe du Lion qui s'évapore, ces vents dominants qui vont vers les contreforts là, du Massif central, et ces pluies abondantes qui tombent et de façon très répétitive. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que de l'autre côté de la France, des Pyrénées, cette fois-ci dans le golfe de Gascogne, qui n'a pas la même morphodynamique, mais qui est aussi un océan qui se réchauffe, peut-être pas autant que la Méditerranée, avec des vents dominants, eux qui viennent plutôt d'ouest, sud-ouest, nord-ouest, et une barrière pyrénéenne. Est-ce que dans les décennies à venir, par rapport à ce changement climatique, n'avons pas, nous, un risque côté Pays Basque aussi, et côté golfe de Gascogne, de voir des phénomènes, qu'on ne soit plus des phénomènes méditerranéens et cévenols, mais là des phénomènes gascons et pyrénéens qui puissent émerger? Et y a-t-il possible de mettre en place un certain nombre d'indicateurs, justement, dans le cadre de suivi de ces dérèglements climatiques, pour essayer de répondre ou de faire des prospectives en la matière? Alors ça c'est la question. Voilà. Et le témoignage, c'est, on a vu ce matin l'utilisation donc, de l'imagerie satellitaire pour suivre les assolements irrigués, puis leur évolution dans le temps. Je voulais dire qu'au niveau des EPTB dans le sud-ouest et sur la Garonne, on est convaincu que limiter les ruissellements, c'est favoriser l'infiltration, et on préfère que l'eau de fond des neiges et de la pluie soit dans les nappes d'accompagnement du fleuve Garonne et revienne tranquillement dans un soutien-étiage naturel avec une eau fraîche et tempérée de 14 ou 15 degrés. Donc c'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, on développe dans le cadre des programmes européens Climat Alert avec un partenaire qui s'appelle l'ACMG, Association climatique Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest. Donc une utilisation de l'imagerie satellitaire, donc des satellites sentinelles, donc l'optique et le radar, pour identifier depuis 2010, depuis que ces satellites tournent autour de la planète, et jusqu'en 2023, sur un très large bassin versant, parce que c'est l'ensemble du fleuve Garonne, donc les sols qui sont de façon récurrente d'une année sur l'autre, les sols nus, qui restent nus, avec des pentes supérieures à 11%, 7%, 4% au printemps, à l'automne, voire en hiver. Et c'est vrai que depuis qu'on sort ces cartes annuellement, les structures qui sont en charge donc, des territoires d'occupation du sol sont les chambres d'agriculture, les services des départements, que ce soit les structures gémapiennes, sont très intéressées, et ça leur permet effectivement d'aider au diagnostic finalement des zones récurrentes à risque d'érosion potentielle et leur permettre de mieux flécher leur programme d'intervention pour limiter finalement le ruissellement. Donc voilà le témoignage et la question et le témoignage. Le témoignage était très intéressant sur le ruissellement. Sur la question des phénomènes gascons ou pyrénéens, qui souhaite répondre? Peut-être Bruno? Alors je me lance, je suis ni météorologue ni spécialiste des rivières, mais vous êtes près des côtes. Mais voilà, je suis pas loin géographiquement. Alors en effet, oui, il y a des risques de submersion marine de l'Adour, c'est certain. Après, les phénomènes météorologiques qui donnent lieu à ces événements sont quand même différents des épisodes cévenols où on a en effet des phénomènes de blocage avec des pluies très très fortes quand on est en flux de nord-ouest. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de pluie sur les Pyrénées. Mais ça ne va pas donner des événements exceptionnels, très rapides, comme on peut avoir avec les épisodes cévenols en termes de crues. L'Adour est plutôt, à ma connaissance, affectée par les hivers très pluvieux et notamment les débuts de printemps pluvieux en même temps qu'il y a la fonte des neiges. Et à ce moment-là, il peut y avoir des débits très très forts. Mais ce n'est pas des épisodes hyper condensés comme les épisodes cévenols. Yvan Caballero. Oui, je voudrais juste compléter pour information. Je pense peut-être vous les avez évoqués, je ne sais pas, mais il y a des projets qui sont réalisés, qui sont soit terminés, soit en cours de finalisation, spécifiquement sur les Pyrénées, dans le cadre du programme POCTEFA.
Je voudrais mentionner notamment le projet Climpy, qui fait le point sur la partie météo à l'échelle des Pyrénées, donc avec des projections climatiques. Et il y a d'autres projets qui sont plutôt sur la forêt, d'autres sur les systèmes de haute montagne, les systèmes naturels de haute montagne. Et il y en a un qui est sur la ressource en eau qui s'appelle Piragua et qui termine à la fin de l'année et dans lequel il y aura tout un tas de résultats qui seront proposés et notamment qui répondent à certaines des questions. Alors pas sur la question de l'intensité des événements. Comme je le disais, ça reste quelque chose qui est à étudier, mais en tout cas sur les projections futures. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, au deuxième rang. Merci. Bonjour, Christophe Audouin, Suez. Madame Regueza a évoqué tout à l'heure le problème des infrastructures critiques et des installations en réseau. Et en fait, je voulais m'adresser peut-être à Madame Clarinck. Les services de l'État, quand ils préconisent une adaptation, on parle souvent de reconstruction, de zones de construction, etc. Qu'en est-il des réseaux? Qu'en est-il des installations critiques? Suez, on a vécu, comme beaucoup de monde ici, les crises dans l'eau. Alors là-dessus, suite aux inondations de 2018, il y a eu un accompagnement des collectivités les plus touchées pour qu'elles puissent faire un diagnostic sur la vulnérabilité des réseaux et des infrastructures. L'idée, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est que les dégâts ils y sont, mais plus vite on va arriver à remettre en route l'économie du territoire et moins les dégâts seront importants. Donc il y a vraiment ce travail-là. Après, une fois qu'on a dit ça, une fois que le diagnostic est réalisé, c'est d'une part il faut les crédits pour faire les travaux, des fois parfois très lourds, puisque quand il faut déménager des transeaux, qu'il faut rehausser des installations entières, qu'il faut déménager ou déplacer des stations d'épuration, c'est compliqué. Il faut les crédits, il faut la volonté, il faut la faisabilité. Après tout ça, j'ai envie de dire, ça rejoint la question de la soutenabilité, tant pour la collectivité que pour le particulier, que ce soit l'entreprise, l'agriculteur, etc., etc. On retombe sur les mêmes questions. Ça représente des montants. Les dégâts sont considérables, mais la réduction de vulnérabilité, bien qu'on mette beaucoup de sous dans la réduction de vulnérabilité, c'est des montants colossaux. Une question de madame. Oui, il faut. C'est bon? Oui, excusez-moi. Moi, je suis totalement néophyte, donc je connais absolument rien, mais je suis très intéressée par la question de l'eau, de la pénurie notamment. J'ai 3 petites questions. Les aquifères, donc je découvre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une zone géographique où ils sont? Enfin, comment c'est? On en a parlé. J'ai posé la question. Alors, j'ai peut-être pas bien effectivement écouté. J'ai une deuxième question. Où en sont les campagnes d'information publique sur le fait de réduire effectivement la consommation d'eau? Et puis la troisième question, c'est déficit pluviométrique. Est-ce qu'il peut accélérer le risque de la pollution de l'eau? Alors, mais sur les aquifères, Yvan. Alors, c'est quand même des questions différentes. Mais bon, sur la question des aquifères, donc j'ai dit, à l'échelle du territoire national, en gros, les systèmes sédimentaires calcaires sont quand même susceptibles de contenir de l'eau. Les massifs montagneux, un peu moins, parce que des roches, d'accord, vous vous rappelez. Alors, peut-être, je précise simplement en disant qu'il faut savoir qu'il y a également des travaux qui sont faits par divers organismes, les agences de l'eau notamment, l'URGM où je travaille, mais il y a aussi d'autres organismes et d'autres universités qui travaillent sur ces questions et qui proposent des cartographie. À l'échelle nationale, on a la BDLISA, qui est une base de données des systèmes aquifères, que vous pouvez consulter sur le site Infoterre du BRGM et qui vous renseigne précisément au mieux des connaissances existantes sur les aquifères existants sur le territoire qui vous intéresse. Donc ça, c'est plus pour la partie connaissance des eaux souterraines sur le territoire. Pour la question de... Il y avait une question de la campagne de communication pour économiser l'eau. Bon, là, c'est l'État, je ne sais pas si... Là, oui. Ouais. On veut dire, il y a peut-être des actions, ça dépend beaucoup des territoires. Il y a des actions, alors c'est vrai que l'État, à notre niveau, on intervient surtout en période d'été, de sécheresse, pour faire beaucoup de communication. Après, la difficulté, c'est le relais en termes de communication. Cet été, on avait à peu près 2 à 3 communiqués de presse par mois, puisque ça évolue en permanence. Après, c'est plus ou moins relayé. J'ai envie de dire, c'est plus une question, à mon sens, d'éducation au sens large que de communication. C'est dans l'action de tous les jours.
Alors après, bien évidemment, il peut y avoir des campagnes de communication portées par les agences de l'eau, portées par les organisations. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'articles qui passent sur l'usage de l'eau, sur les conflits d'usage, sur les restrictions, l'économie, etc., etc. Après, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'en retenir. C'est ça. Et la troisième question, c'était pollution et qualité de l'eau. Ah voilà, pollution. Alors, je vais en dire un mot, après pour le dire d'autres. Juste simplement mentionner le fait que la pluie diminue n'est pas porteur de pollution en soi, évidemment. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un effet de dilution réduit. C'est-à-dire que tous les effluents qu'on balance dans l'environnement, qui peuvent être dilués par l'apport de précipitations, du coup, vont être présents de manière plus importante. Et l'autre effet, disons induit ou indirect aussi de cette évolution climatique, alors là plutôt lié à la température, c'est le réchauffement de l'eau, qui lui-même peut provoquer en réaction en chaîne une évolution en termes bactériologiques, en termes de charge de nutriments à l'intérieur, et donc dégrader la qualité de l'eau de surface, mais également souterraine des fois, enfin, dans certains contextes. Pardon. Très bien. Alors on va prendre une ou deux questions d'Internet. Oui, donc une question d'Olivier Gillard. Traditionnellement, on a eu tendance à placer les digues au plus près de l'eau que l'on cherche à contenir. Ne serait-il pas judicieux de modifier la conception en plaçant les digues au plus près de ce que l'on veut protéger? Alors, Bruno Castel. J'ai 2 heures, c'est ça? Non, vous avez 2 minutes. Oui, alors généralement on a quand même mis les digues aux endroits où on souhaitait protéger quand même des enjeux. À ma connaissance, la plupart des digues sont là. Après, est-ce que oui, à certains endroits, elles sont peut-être un petit peu inutiles. Oui, peut-être les bouger. Il y a certains endroits, il y a eu pas mal d'ouvrages en Méditerranée notamment, où il y a eu des épis qui ont été construits ou des brise-lames qui sont absolument, qui sont relativement inutiles. Donc on pourrait considérer voilà, le retrait de certains ouvrages, comme il se fait en Australie depuis déjà pas mal de temps, par exemple. Et deuxième question. Une question de Nicolas Picot, je pense que la réponse doit être courte, adressée à Nicolas Baudusseau. Sur le 1,5 milliard d'euros annuels liés à la couverture des CatNat, milliards d'euros. Milliards. C'est bien ça. Pourriez-vous préciser la part qui est liée au risque eau? Alors, c'est quasiment la totalité. En fait, c'est sur 40 années d'exercice. Vous avez une grosse moitié, ce sont les inondations de tout type, c'est-à-dire à la fois inondations par débordement, par ruissellement et submersion marine. Une grosse moitié. Et puis vous avez un gros tiers qui est lié aux sécheresses géotechniques dont parlait Magali tout à l'heure, c'est-à-dire ces retraits-gonflements des argiles qui provoquent la fissuration des maisons. Après, les 10% qui restent, c'est plus lié à l'eau, ça peut être lié au climat, mais notamment les cyclones en particulier. Mais les vents cycloniques, vous vous rappelez du cyclone Irma qui a frappé Saint-Martin et Saint-Barthélemy et qui pèse dans cette répartition. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi tout ce qui est dommages liés au tremblement de terre, en particulier aux avalanches ou encore à des chutes de blocs, à d'autres phénomènes pris en charge par le régime. Mais voilà à peu près comment ça se répartit. Très bien, merci Nicolas. Donc une prédominance du risque eau sur les catastrophes naturelles. S'il y a vraiment une toute dernière question, on la prend. Sinon, on va enchaîner avec la dernière table ronde pour essayer de tenir le timing. C'est parfait. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Vous pouvez les applaudir. Nathalie Clarin, Magali Regueza, Nicolas Baudusseau, Yvan Caballero et Bruno Castel. Merci beaucoup.